Il existe une chance pour que notre galaxie entière de la Voie lactée soit située dans un prétendu vide spatial. C'est une région où il y a relativement peu de matière par rapport à d'autres coins de l'univers connu. Elle est donc beaucoup moins dense qu'ailleurs. En d'autres termes, nous pourrions exister dans une sorte de bulle d'air dans un gâteau. Si tel était le cas, cela signifierait que nous sommes encore plus seuls que nous le pensions. Dans notre univers, toutes les galaxies s'éloignent constamment les unes des autres. Pour comprendre à quelle vitesse elles s'éloignent, les chercheurs ont recours à une chose appelée la constante de Hubble-Lemaître. C'est comme un compteur kilométrique, mais à l'échelle galactique. Toutefois, il existe un mystère cosmique surnommé la tension de Hubble. Cela remet en question ce que nous pensions savoir de l'expansion de l'univers. Les scientifiques considéraient autrefois la constante de Hubble-Lemaître comme un guide fiable, mais nos observations récentes remettent cette fiabilité en question. Les vitesses que nous observons dans la réalité ne correspondent pas aux distances que nous avions calculées et projetées. On ne sait pas pourquoi ces mesures ne correspondent pas. Des chercheurs ont suivi les mouvements des supernovas et ont constaté que l'univers semblait s'agrandir plus rapidement autour de nous que dans son ensemble, comme s'il nous évitait exprès. Après avoir pris cela en considération, on a commencé à supposer que nous pourrions tous vivre dans un vide cosmique. Les vides cosmiques sont de vastes espaces de vide entre les galaxies. Ils font ressembler notre univers entier à une grande éponge. Mais revenons au début, juste une fraction de seconde après le Big Bang. Juste après le commencement de tout, l'univers n'était qu'un plasma chaud et comprimé. Il ne présentait que de très petites variations de densité, appelées fluctuations quantiques. Après le Big Bang, l'univers a commencé à s'étendre. Ces fluctuations quantiques se sont développées avec lui, créant des régions où la densité de la matière varie. En raison de cela, l'univers ne s'est pas dilaté de manière uniforme partout. À la place, de petits amas de matière ont commencé à se regrouper, créant au fil du temps d'énormes structures, les galaxies. Celles-ci sont disposées en grands murs et filaments avec d'énormes écarts entre elles. Et ces écarts sont les vides, également connus sous le nom d'espaces sombres. Ces vides ne sont pas exactement vides. Ils recèlent en réalité plus de 15% de la quantité de matière que l'on trouve en moyenne dans l'ensemble de l'univers. Ils contiennent encore du gaz, de la poussière, de la matière noire, et même des étoiles et des galaxies. Cependant, ils ont une densité de matière très inférieure à celle des régions où se concentrent les galaxies, environ 1/10 de celle-ci. C'est pourquoi nous les considérons comme pratiquement vides. En général, leur diamètre varie de 30 à 300 millions d'années-lumière. C'est une distance énorme, même à l'échelle spatiale. Pour comparaison, la plupart des planètes et des nébuleuses que nous avons découvertes jusqu'à présent se situent à des centaines et plus rarement à des milliers d'années-lumière de nous. Dans le cas des vides galactiques, si vous étiez au milieu de l'un d'eux, vous ne verriez qu'une obscurité apparemment éternelle. Les étoiles les plus proches seraient tellement éloignées qu'elles vous seraient presque invisibles. Certains d'entre eux sont particulièrement vastes. Ils sont connus sous le nom de supervides. Le plus grand connu a été baptisé de manière très inspirée, le vide géant. Il est si grand qu'il nous est impossible de le concevoir, à une distance d'1,5 milliard d'années-lumière et avec un diamètre d'1 à 1,3 milliard d'années-lumière. Oui, c'est essentiellement un immense vide obscur. Mais même cet immense vide n'est pas entièrement creux. Le vide géant abrite 17 amas de galaxies différentes dans son étendue. Toutefois, ce n'est peut-être pas le plus grand vide de notre univers. Il existe également une chose appelée le point froid. C'est une zone inhabituellement grande et froide de notre univers que nous avons observée au moyen de micro-ondes. Elle ressort vraiment sur la carte de notre cosmos avec ses températures étonnamment basses. Et les scientifiques ont passé de nombreuses années à essayer de comprendre de quoi il s'agit. En 2015, des scientifiques ont suggéré que cet endroit pourrait être un supervide et probablement le plus grand jamais découvert. Faisant preuve d'encore plus d'originalité avec celui-ci, ils l'ont surnommé le Grand Vide. Si tout cela est avéré, cet endroit serait un vide d'environ 1,8 milliard d'années-lumière de diamètre, environ 1000 fois plus grand que les vides typiques. Tout le monde ne pense pas que ce soit possible, de sorte que les chercheurs continuent de débattre à son sujet. Il existe une autre théorie intéressante sur cet endroit. Un chercheur a suggéré qu'il pourrait être une trace de notre collision avec un monde parallèle. C'est une hypothèse assez audacieuse, mais malheureusement, il n'existe actuellement aucun moyen pour nous de la confirmer ou de la réfuter avec nos technologies actuelles. En tout cas, à mesure que l'univers s'étend,
ces vides grandiront, et les parois reliant les amas galactiques s'étireront et se rompront. Finalement, les vides fusionneront, laissant ces amas de galaxies liés par la gravité comme des îlots dans un vide grandissant. En d'autres termes, tôt ou tard, le grand vide englobera tout dans notre univers. Eh bien, il s'avère que nous pourrions être une rare exception au sein d'un super vide, qui ne représente que 15% de la matière totale. Ceci expliquerait pourquoi nous sommes entourés de relativement peu de galaxies. Cette découverte, si elle est avérée, remet en question le modèle standard de la cosmologie que nous avons créé sur la base des travaux d'Albert Einstein. Cela signifierait que la gravité en général se comporte différemment de ce à quoi nous nous attendions. Selon le modèle standard, une sous-densité aussi significative ne devrait pas exister. En raison de cela, les scientifiques vont devoir considérer et explorer cette idée en profondeur. Elle pourrait bien remettre en question les bases mêmes de notre compréhension de la physique. Les scientifiques l'ont appelé le vide KBC. Et cette découverte pourrait receler des indices capables d'expliquer le paradoxe de Fermi. Peut-être que dans cette partie spécifique de l'univers, où nous nous trouvons, la probabilité que la vie intelligente se développe quelque part à proximité est extrêmement faible. Peut-être que tous les êtres doués de conscience se trouvent quelque part au-delà de notre supervide. Mais cela ne signifie pas que nous devrions perdre espoir, ou que la vie quelque part à proximité soit impossible. En fait, la vie dans l'univers pourrait être beaucoup plus commune que nous ne le pensions auparavant. Nous savons que les planètes internes, comme Mercure et Vénus, sont inhospitalières en raison de leurs conditions extrêmes. Néanmoins, Vénus semble digne d'intérêt car, même si la toxicité de cette planète est insensée, les astronomes pensent qu'elle aurait pu ressembler beaucoup à la Terre dans le passé. Elle aurait même pu abriter la vie, hélas. Elle se trouvait trop proche du Soleil, et toutes ces bonnes conditions se sont évaporées avec le temps. Mais il existe une possibilité que la vie microbienne subsiste dans ces nuages de haute altitude. Mars, un désert froid, aurait également pu être un endroit plus accueillant dans le passé, avec des rivières et des lacs. Bien qu'il lui manque à présent une atmosphère protectrice, une vie ancienne aurait pu exister là-bas. Dans ce cas, elle aurait potentiellement laissé quelques fossiles, et des microbes souterrains pourraient toujours y survivre. Nous avons découvert certains indices de leur présence, mais nous débattons toujours pour savoir si ces traces étaient vraiment de nature organique ou non. Les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, et les géantes glacées ne sont pas idéales pour la vie, mais leur lune offre quelques espoirs. Europe possède un océan sous sa surface gelée, ce qui en fait une candidate potentielle. Encelade rejette même de l'eau dans l'espace, comportant des molécules complexes, qui laissent présager des possibilités intéressantes. Et Titan est tout à fait unique en son genre. Il présente des cours d'eau à sa surface, des rivières et des lacs d'hydrocarbures. Bien que ces températures glaciales ne soient guère propices à la vie, les chercheurs se demandent s'ils pourraient abriter une vie chimiquement différente. Pourtant, il nous faudra des décennies afin d'inspecter tous ces corps célestes et de les étudier correctement. Nous n'avons rien envoyé là-bas depuis l'époque de Voyager 2. Mais si nous avons de la chance, nous pourrions explorer l'ensemble de notre système solaire au cours du XXIe siècle. Dans tous les cas, il y a beaucoup de potentiel pour la vie, même dans notre seul système solaire, sans même mentionner toutes les planètes et galaxies que nous avons découvertes à proximité. Nos estimations suggèrent que l'univers observable, celui que nous pouvons voir donc, pourrait abriter environ 5300 milliards de mondes habitables. L'une des candidates les plus probables jusqu'à présent est Kepler 180 6F. C'est une planète potentiellement semblable à la Terre, seulement 10% plus grande que celle-ci. Elle orbite autour d'une naine rouge, qui est une étoile un peu plus sombre, plus froide, mais avec une plus grande longévité que notre Soleil. Et elle ne se trouve qu'à environ 490 années-lumière, ce qui peut sembler beaucoup, mais souvenez-vous des distances que nous avons évoquées avec les supervides. Alors, même si nous nous trouvons vraiment dans un supervide, nous avons encore la chance d'avoir de nombreuses galaxies et planètes autour de nous. Et si un jour nous trouvons un moyen de voyager à travers l'univers, quitter le vide KBC sera probablement à notre portée. Éloignons-nous de la Terre pour la regarder de plus haut. Elle brille comme un sapin de Noël. La nuit, les grandes villes ressemblent à des taches jaunes, et le jour, nous pouvons voir des structures étranges, comme une île en forme de palmier dans les Émirats arabes unis ou une ligne sombre qui traverse la Chine, la Grande Muraille. Ce sont des traces de l'existence humaine. Maintenant, pointons notre télescope vers d'autres planètes. Mars, c'est juste un désert sans fin. Vénus, seulement des rochers et des volcans. Même si nous regardons dans l'espace lointain, toutes les planètes sont sans vie.
pas une seule trace de civilisation extraterrestre. Beaucoup de gens pensent que la Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie. Voici notre galaxie. Il y a des milliards d'étoiles semblables au Soleil. Et voici l'univers observable avec des milliards de ces galaxies. Il y a un nombre presque infini d'étoiles, et près de chacune d'elles, il doit y avoir des planètes habitables. Mais il se peut que nous n'ayons pas trouvé de vie sur d'autres planètes parce qu'elles se cachent justement sous leur surface. Par exemple, il y a Europe, un satellite de Jupiter légèrement plus petit que notre Lune. Sa structure ressemble à un œuf à la coque. Sa surface est une croûte de glace. Mais si on la traversait, on atteindrait un océan d'eau. Jupiter et ses satellites sont très éloignés du Soleil. Il y fait donc très froid, environ moins 170 degrés. L'eau liquide s'y transforme donc instantanément en glace. Mais Jupiter a une forte force gravitationnelle. Cela cause beaucoup de friction à l'intérieur d'Europe et ça réchauffe son noyau. Cette chaleur fait fondre la glace environnante et cela donne un océan d'eau liquide sous sa surface. L'eau est la base de toute vie, donc il pourrait y avoir de simples bactéries dans cet océan. Et qui sait, peut-être qu'il y a aussi d'autres formes de vie, comme des poissons aux formes étranges à cause de la faible gravité, ou des créatures semblables aux baleines, se nourrissant de plancton. En 2009, les scientifiques ont découvert une planète entièrement recouverte d'un océan, GJ 1214. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre et environ 75% de sa masse est constituée d'eau. Pourtant, les températures sur cette planète sont si élevées que cette eau s'évapore. Mais il y a tellement de vapeur qu'elle semble aussi dense que l'eau elle-même. Rien ne pourrait sembler vivre dans de telles conditions. Mais les scientifiques ont récemment découvert au moins 24 planètes meilleures que la Terre et les ont qualifiées de super habitables. Elles orbitent autour d'étoiles lointaines, dans leur zone habitable. C'est la zone située à une distance parfaite d'une étoile pour accueillir la vie. Dans notre système solaire, Vénus, la Terre et Mars sont dans cette zone. Une planète super habitable doit être 10% plus grande que la Terre et avoir une gravité plus forte afin d'avoir une atmosphère plus dense. Une température de 8 degrés supérieure à celle de la Terre rendrait cette planète plus humide et favoriserait le développement d'une variété d'organismes. Ces planètes pourraient accueillir la vie, mais il est difficile de savoir si la vie y est déjà présente. Le principal marqueur qui confirmerait l'existence d'une civilisation avancée là-bas pourrait être les ondes radio. Imagine une planète habitable semblable à la Terre. Au cours de l'évolution, des êtres intelligents y sont apparus. Ils sont plus grands que les humains à cause de la faible gravité et leurs yeux sont adaptés à la lumière d'une autre étoile, beaucoup plus brillante que le Soleil. Tôt ou tard, ces êtres devront utiliser des ondes radio pour communiquer entre eux. Nous pouvons penser à ces ondes comme à des sons puissants venant de haut-parleurs. Voici la Terre. Nous utilisons beaucoup les ondes radio et le bruit provenant de notre planète est assez grave. Si une planète voisine avait des radiotélescopes, de grandes antennes qui captent ces ondes, elle se rendrait compte que la vie s'épanouit ici. Il y a de nombreux radiotélescopes sur Terre qui sont pointés vers l'espace, dans l'attente d'un signal extraterrestre. Mais nous n'avons encore rien reçu. Cela ne veut pourtant pas dire qu'il n'y a pas une planète quelque part dans l'univers qui émette des ondes radio. C'est une question de distance. Faisons un bond de 200 années-lumière vers une autre étoile. Supposons qu'il y ait une planète X hébergeant la vie. La civilisation ici est assez avancée pour utiliser les ondes radio, donc ils émettent une première onde dans l'espace. Nos radiotélescopes ne pourront la capter que 200 ans plus tard. Cela fonctionne également dans l'autre sens. La communication radio n'existe sur Terre que depuis 1895. Notre signal radio n'atteindra donc pas la planète X avant 2095. C'est seulement à ce moment que les extraterrestres entendront notre voix. Mais ce bruit ne dure pas longtemps. Chaque année, notre technologie s'améliore et le bruit que nous faisons diminue. Nous utilisons la communication mobile, la télévision par câble et la fibre optique. Cela réduit le bruit émis par notre planète dans le spectre radio et nous deviendrons même bientôt invisibles pour les autres planètes. Et c'est pareil de l'autre côté. Les ondes radio ne sont donc qu'un petit bip à l'échelle cosmique. C'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que le silence radio soit une preuve que la vie extraterrestre n'existe pas. Un télescope géant qui pourrait prendre une photo en direct d'une planète possiblement habitée changerait la donne. On zoomerait sur la photo et hop, on verrait des villes extraterrestres avec des immeubles et plein d'antennes. Mais nous ne pouvons pas encore voir si loin. Nous pouvons à peine prendre des photos de Mars et de ses satellites, et même leur qualité nous induit encore en erreur. Prenons par exemple Sidonia, qui ressemble à un visage humain sur Mars. On a pensé qu'une ancienne civilisation avait fait une sorte de sculpture. Des théories plus extravagantes parlaient même des restes d'un géant, et qu'il y avait même un corps entier sous le sable de Mars. Mais en fait, c'était juste une colline. Le vent a créé des creux à cet endroit, et avec l'ombre, nous les avons pris pour des yeux et une bouche humaine.
Il y a aussi le monolithe sur le satellite de Mars, Phobos. On y a trouvé une roche lisse qui était presque aussi haute que la pyramide de Khéops. Cette découverte a donné lieu à de nombreuses théories sur la civilisation qui l'a construite. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de plus qu'un rocher. Le nombre infini d'étoiles et de mondes qui les entourent garantit presque l'existence d'autres civilisations. Alors pourquoi ne viendraient-elles pas sur Terre ? Nous pensons que la vie dans l'univers se développe selon des scénarios similaires. L'émergence de formes de vie simples, suivie de l'évolution et de la naissance de civilisations technologiquement avancées. Mais comme sur Terre, des cataclysmes s'y produisent et provoquent des extinctions massives, comme les météorites. Il y a peut-être une civilisation prête à partir dans l'espace, mais qui fut détruite par une énorme météorite, comme celle qui a effacé les dinosaures de la surface de la Terre. La vie sur cette planète recommencerait donc un nouveau cycle à partir de zéro. En outre, plus la civilisation est avancée, plus le risque d'autodestruction est grand. Les scientifiques pourraient mener des expériences sur des machines, comme le grand collisionneur de Hadron, et y créer accidentellement un trou noir. Celui-ci se mettrait à avaler tout ce qui l'entoure et grossirait. Rapidement, toutes les villes super développées de cette civilisation disparaîtraient, ainsi que toute la planète. Une autre possibilité pour une civilisation super avancée serait de voyager par les trous de verre. Ce sont comme des tunnels situés dans l'espace-temps. Les extraterrestres pourraient voyager à travers sans jamais revenir en arrière. Mais il est aussi possible que la vie sur Terre soit unique, car notre planète s'est formée grâce à plusieurs coïncidences incroyables. La première est l'emplacement de notre système solaire dans la galaxie. Dans la Voie lactée, il y a un feu d'artifice constant de supernovas. Le rayonnement de ces explosions détruit tout ce qui l'entoure sur de grandes distances. Notre système solaire se trouve juste dans la zone de l'orbite galactique où nous sommes à l'abri de ces explosions. Un autre facteur est la Lune. Selon une théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, une météorite de la taille de Mars s'est écrasée sur la Terre. Un impact plus direct aurait simplement pulvérisé la Terre. Et si cette météorite n'avait fait qu'effleurer la Terre, les débris se seraient simplement envolés. Mais cette collision s'est produite précisément de manière à ce qu'une partie de la météorite reste dans l'orbite de la Terre, formant la Lune. Cette dernière a stabilisé la rotation de notre planète et a réchauffé son noyau par gravité. Et c'est là que notre planète a développé un champ magnétique qui nous protège des vents solaires. D'autres scientifiques pensent que la vie extraterrestre pourrait être différente d'un point de vue biochimique. Le carbone et l'eau sont les éléments de base de notre corps, mais le carbone pourrait être remplacé par du silicium ou du phosphore, et l'eau par de l'ammoniac ou du méthane. Ces atomes pourraient former des molécules différentes et s'assembler en un organisme vivant. Une vie basée sur de tels éléments ne ressemblerait à rien de ce qui existe sur Terre. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Van Tillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore.
Ils se sont tant repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient, et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leurs chances de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité,
la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leur famille s'inquiétait et appelait sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leurs cages de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco, mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Salut, chers terriens. Si vous pensez que vous êtes ce spécial parce que vous vivez sur la seule planète habitable de l'univers, détrompez-vous. Qu'est-ce qui fait qu'une planète est propice à la vie? Tout un ensemble de facteurs, comme la planète elle-même, ses voisines et l'étoile autour de laquelle elle gravite. Une planète habitable est une planète qui peut accueillir la vie, notamment grâce à l'accès à l'eau, aux sources d'énergie et aux nutriments. La Terre, par exemple, se trouve dans la zone habitable. Elle peut donc avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais le fait de se trouver dans cette zone ne signifie pas automatiquement qu'une planète est vraiment habitable. Des niveaux de radiation excessifs, par exemple, peuvent rendre une planète inhabitable, même si elle a la bonne température. En résumé, nous avons besoin d'eau, d'une bonne orbite et d'un ensemble de nutriments d'origine chimique que l'on peut trouver dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev ou dans vos friandises préférées. Regardez cette exoplanète, K2-18b. Le terme exoplanète ne signifie pas qu'elle est exotique, mais simplement qu'elle est située en dehors du système solaire. La plupart des planètes doivent être en orbite autour de quelque chose, à moins qu'il ne s'agisse de planètes vagabondes, c'est-à-dire des objets de la taille d'une planète qui flotte dans l'espace, mais ne tourne pas autour d'une étoile ou d'une naine brune. K2-18b, elle, est en orbite autour d'une naine rouge appelée K2-18. Il ne s'agit pas d'une étoile ordinaire visible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Si cette étoile est difficile à observer, c'est en raison de sa faible luminosité. K2-18b est en effet une planète très lointaine. Elle est située à 38 parsecs de la Terre. Un parsec correspond à environ 31 000 milliards de kilomètres. Faites donc le calcul. Un indice, il y a beaucoup de zéros. K2-18b est une sous-Neptune, ce qui signifie que son rayon est inférieur à celui de Neptune. Cependant, elle est beaucoup plus grande que notre humble demeure. Son rayon est environ 2,6 fois plus grand que celui de la Terre. Quant à son poids, K2-18b est bien plus volumineuse que la Terre. Elle est environ 8 fois plus massive. Cette planète met 33 jours à faire le tour de son étoile et reçoit à peu près autant de lumière stellaire que la Terre en reçoit du Soleil. L'intensité lumineuse de cette planète est 1,28 fois supérieure à celle de la Terre et sa température d'équilibre est de moins 2 degrés Celsius. Non, cela ne signifie pas que K2-18b ressemble à New York en janvier. Cela nous donne seulement une idée de la température théorique qui y règne. La température d'équilibre planétaire est en fait la température qu'aurait une planète si elle était parfaitement équilibrée en termes de rayonnement. Soit lorsque la quantité de chaleur qui quitte une planète est la même que celle qui y entre. Les billions de kilomètres qui nous en séparent ne sont pas un problème pour les instruments puissants dont nous disposons, tels que le télescope spatial Kepler qui a découvert cette planète et le télescope spatial James Webb qui étudie son atmosphère. En 2019,
des scientifiques ont annoncé qu'ils avaient trouvé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, ce qui a suscité un intérêt considérable pour ce monde insolite. 4 ans plus tard, le télescope James Webb a détecté du dioxyde de carbone et du méthane tourbillonnant dans l'air de cette planète. Le dioxyde de carbone est notre meilleur ami sur Terre. Les humains en ont besoin pour respirer correctement et maintenir le pH de leur sang, et les plantes l'adorent également, car il les aide à produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Il est évident que nous ne pourrions pas survivre sans lui, sans méthane non plus. Toutefois, ce petit bijou a suscité encore plus d'enthousiasme chez certains scientifiques, qui ont découvert dans son atmosphère des molécules gazeuses de sulfure de diméthyle assez bizarres. En 2023, des scientifiques de l'université de Cambridge ont donc repéré des molécules contenant du carbone, du méthane et du dioxyde de carbone sur K2-18b. Cela pourrait signifier que cette atmosphère riche en hydrogène et de l'eau à sa surface. Il est également possible qu'on y trouve du sulfure de diméthyle, plus simplement nommé DMS. Sur Terre, cette substance est généralement liée à la vie, car elle est habituellement produite par le phytoplancton de nos océans. Le fait que nous ayons détecté des traces de DMS sur K2-18b est comparable à la découverte d'un billet de loto gagnant dans une barre de chocolat cosmique. Ça vous donne des petits frissons, n'est-ce pas? Pourquoi le DMS est-il si important? Il joue un rôle crucial dans le cycle du soufre et influe même sur notre climat en contribuant à la formation des nuages. La présence de DMS sur d'autres planètes pourrait être le signe d'une présence biologique similaire à la nôtre. Il semblerait que cette planète soit un bon endroit, avec ses températures pas trop rigoureuses et tous les nutriments nécessaires pour nous maintenir en vie. Que pensez-vous de son aspect général? Il a probablement fallu quelques millions d'années à la planète pour se constituer. Même si les choses se réchauffent dans les profondeurs, cela ne devrait pas faire une grande différence à la surface. Certains experts pensent qu'elle pourrait abriter un océan d'eau ou de lave en fusion avec une atmosphère riche en hydrogène, un peu comme sur les géantes gazeuses telles qu'Uranus ou Neptune. Cette dernière ne correspond pas vraiment aux normes de notre Terre, puisque notre atmosphère est principalement composée d'azote. S'il y a un océan, il se trouve probablement sous une épaisse couche de glace et de roches, ce qui pourrait perturber le climat de la planète. Lorsque la température atteint des sommets, la frontière entre l'océan et le ciel s'estompe. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'existence d'un océan liquide sur K2-18b. Il est difficile de l'apercevoir de si loin. La taille et le poids de la planète ne suffisent pas à nous éclairer à ce sujet. On se demande donc s'il y a un océan d'eau liquide sur cette planète. Au départ, nous pensions que de l'eau à l'état supercritique était plus probable. Mais de nouvelles observations indiquent qu'il s'agit plutôt d'un océan liquide. Des gaz suspects, des hydrocarbures et de l'ammoniac pourrait y passer de l'air à l'eau s'il s'agit bien d'un océan, ce qui pourrait signifier qu'il n'y a pas de frontière nette entre le ciel et la mer. Mais certains experts estiment qu'un océan de roches en fusion pourrait jouer le même rôle. D'autres pensent qu'une mini-Neptune riche en gaz pourrait également expliquer la situation. Le télescope spatial Hubble a fouiné un peu et a découvert que K2-18b a une atmosphère remplie d'hydrogène. On pense qu'il y a peut-être aussi de la vapeur d'eau, mais c'est encore un peu mystérieux. Apparemment, le télescope James Webb a jeté un coup d'œil et a détecté moins de 0,1% de vapeur d'eau, peut-être parce que la planète a une stratosphère sèche. Quant à l'ammoniac, il est quasiment inexistant dans ce monde lointain. Le méthane et le dioxyde de carbone semblent dominer l'atmosphère avec une proportion d'environ 1%. Mais ne vous attendez pas à voir d'autres oxydes de carbone se mêler à la fête. Leur concentration n'est qu'une supposition à ce stade. L'atmosphère de K2-18b ne représente qu'une petite fraction de sa masse totale, environ 6,2%, et elle est probablement similaire à celle d'Uranus et de Neptune. Du point de vue de la brume, il n'y a pas grand-chose, et les nuages d'eau demeurent un mystère. Il s'agit probablement de nuages glacés, mais il n'est pas exclu qu'il y ait aussi des nuages d'eau liquide. Outre l'eau, l'atmosphère pourrait également contenir des nuages de chlorure d'ammonium, de sulfure de sodium, de chlorure de potassium et de sulfure de zinc en fonction de la nature de la planète. Si c'est le cas, alors les choses pourraient devenir un peu plus compliquées dans l'atmosphère de cette planète, avec une inversion de température et quelques soucis dans la stratosphère, une journée comme les autres dans l'espace.
Jusqu'à présent, les scientifiques ont proposé plusieurs modèles climatiques pour K2-18b. Par exemple, certains pensent que la température est la même sur toute la planète, à moins qu'elle ne tourne très vite. Et alors, il y aurait une différence entre les pôles et l'équateur. Mais elle serait à peine perceptible. Mais il ne s'agit pour l'instant que de spéculation. La quantité de rayonnement que K2-18b reçoit de son étoile est similaire à celle de la Terre. La température de la planète pourrait donc être très froide ou relativement chaude. C'est l'atmosphère et les nuages qui déterminent si la planète peut abriter la vie. Les scientifiques pensent que des micro-organismes terrestres pourraient y survivre, même avec tout cet hydrogène. Mais il est difficile de dire s'il y a de la vie sur K2-18b, parce que les gaz que nous recherchons habituellement pourraient ne pas être présents dans son atmosphère. Les scientifiques pensent que le télescope spatial James Webb pourrait être en mesure de détecter différents marqueurs de vie sur cette planète, si on lui en laisse le temps. C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre ? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter. De l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur ? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas ? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant.
Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter.
Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'Université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler.
De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zones de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-Terres ont été détectées grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire. Depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile haute en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile haute est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. Toa 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre,
presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur Gigi 12, 14b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toi 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Toi 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse.